Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, je ne suis pas seul, je suis avec le cinéma Salut, d'Hugo. Salut, pour la première fois sur la chaîne, salut. comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Eh ben écoute, ça va super bien. Alors là, tu as vu, j'ai spoilé le truc en bas, mais c'est pas grave. On va parler d'un film, en même temps, c'est écrit dans le titre de la vidéo, hein. Y a pas trop de surprises. Exactement. Mais c'est vrai que, alors, je voulais t'avoir sur la chaîne, hein, et on avait plusieurs films possibles et c'est toi qui as choisi celui-ci. On va préciser d'ailleurs que c'est un revisionnage pour toi et pour moi. Bon, ça faisait longtemps, oh là là. Donc, bienvenue à Gattaca, ou Gattaca tout court en VO, réalisé par Andrew Niccol, qui est un metteur en scène et scénariste néo-zélandais. Ici, c'est son premier long métrage. Exactement. Ensuite, il fera le scénario de Truman Show, chef-d'œuvre de Peter Weir avec Jim Carrey. Et il réalisera par la suite notamment Simone avec Al Pacino ou encore Lord of War. Voilà. Donc, on peut situer grosso modo ici ses débuts sur grand écran en tant que metteur en scène. Et au casting, alors, on a actrices et acteurs fort reconnus. Certains vraiment se sont fait connaître au grand public par ces rôles-là, notamment Jude Law, son premier rôle américain. Les rôles principaux étant tenus avec lui donc par Ethan Hawke et Uma Thurman, qu'on ne présente plus, qui même se sont mis ensemble après cette rencontre. On peut aussi citer la présence d'acteurs un peu plus âgés et assez connus hein, également, comme Alan Arkin, qui joue l'un des inspecteurs, l'inspecteur Hugo, et c'est pas une blague, il y a l'inspecteur Hugo dans le film, c'est assez amusant. Il y a Ernest Borgnine aussi, qui est un vieil acteur hollywoodien dans un de ses derniers rôles, et le frangin, pour rester vague, joué par Lauren Dean, pas un acteur qu'on a vu beaucoup par la suite. Hein. Je veux citer aussi Xander Berkeley qui joue un docteur et Tony Shalhoub que vous avez peut-être pu voir dans la série Monk. Voilà, il y a même Dean Norris, figure-toi. Je ne sais pas si tu as vu cette série, mais il y a Dean Norris qui joue dans la série Breaking Bad. Alors, il a un petit rôle, mais il est là-dedans. J'ai Il joue le rôle. pas, j'ai pas vu Breaking Bad encore. Voilà, mais on le reconnaît. Si tu vois Breaking Bad et que tu revois le film après, tu diras ah, c'est lui. Voilà. Et donc Ok, l'histoire, bah, pour faire simple, hein, c'est un film de science-fiction et d'anticipation. Bienvenue à Gattaca, qui parle d'un futur très proche. Qu'il était d'autant plus en 1997 qu'il pourrait être notre présent aujourd'hui, mais pas tout à fait. Hein. On est quand même dans un monde esthétiquement différent d'une autre d'aujourd'hui. Mais par contre, toute cette considération sur les sciences et les gènes qu'on peut manipuler pour transformer les enfants avant leur naissance, ça, c'est devenu très possible. Et donc, on va suivre, pour faire simple, un enfant dans le flashback, mais dans l'âge adulte, un certain Vincent, Vincent Freeman, le nom Freeman est quand même assez intéressant, et il cherche à être libre de son existence, joué par Ethan Hawke, qui malgré ses défauts, parce que c'est un enfant du destin, il a été choisi par la chance, enfin ses parents ont décidé de laisser la création faire à une époque où on avait déjà recours à la science, donc il est plein de défauts, et malgré ses défauts, il veut devenir astronaute, sauf qu'il ne peut pas. Voilà, il est myope, etc. Et on apprend qu'il a eu un grand frère qui, lui, a été choisi avec manipulation génétique, tout ça, pour être parfait. Et donc, on va suivre Vincent Freeman, qui est censé être un invalide, puisqu'il n'a pas été choisi par la science, qui va prendre la place d'un valide, qui, lui, paradoxe, est devenu invalide, mais physiquement, pour pouvoir réaliser son rêve et devenir astronaute tout en blousant tous les services de sécurité, les tests, etc. Sauf qu'un beau jour, malheureusement, il va y avoir un meurtre, on n'en dit pas plus hein, pour l'instant, là où il travaille, et ça va mettre son rêve et sa couverture en danger. En plus, il rencontre une femme dont il tombe amoureux, et parfois l'amour, ça peut créer des complications aussi. Donc c'est un film qui est assez riche, thématiquement c'est royal même, qui date de 1997 et qui a pas beaucoup vieilli, ça on va y arriver. Et bah, comme d'habitude, je demande à mon invité ce qu'il a pensé de ce film et si tu l'as d'ailleurs encore plus apprécié au revisionnage. bah, effectivement, je l'ai plus apprécié au revisionnage parce que c'est vrai que la première fois, c'était même un film que je n'avais pas apprécié parce que je l'avais trouvé très long, très lent, très contemplatif aussi. Et j'avoue que ce deuxième visionnage m'a fait du bien dans le sens où j'ai redécouvert le film et je l'ai vu peut-être aussi avec une maturité plus importante et j'ai pu capter toutes ces thématiques. Et c'est vrai que c'est un film que j'ai trouvé vraiment très riche et bien plus plaisant qu'à mon premier visionnage. Ouais, alors ça c'est vrai que on peut découvrir ce film à quel que soit l'âge, hein, il n'y a pas trop de problème.
avec un aspect, on peut être rebuté par une forme d'aspect. C'est amusant parce que Andrew Niccol, il joue sur un peu un vieil Hollywood dans sa mise en scène, assez classique, entre guillemets, pour nous présenter un avenir proche, même sur le côté esthétique, la façon dont les gens sont habillés, etc. Tu as un retour dans le passé, mais en même temps pour nous parler d'un avenir. Et c'est vrai que même dans le rythme, on voit qu'il a aimé ce vieux cinéma-là. Et c'est très intelligent de faire ça. Comme s'il mettait une forme de boucle. Voilà, hop, dans l'avenir, on reviendra peut-être dans une forme aseptisée, une forme de passé. Et il arrive à créer. Alors, c'est assez fort parce que c'est vrai que c'est absolument à l'opposé de ces films actuels, on va dire grand public, blockbuster, où il faut que ça bouge dans tous les sens, etc. Là, c'est vraiment. Mais c'est aspect 90 aussi, mais même dans les années 90, c'était un film assez rare, je trouve, très posé, et qui justement utilise son côté posé pour installer l'ambiance et les thématiques. Et je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus. Si le film avait eu Ouais, un autre rythme, il aurait moins marché. Je pense que c'est en fait le ouais, c'est rythme, ça. il évolue. Je sais pas ce que tu en penses Ouais, dans c'est ça, ouais. l'évolution suivant des personnages aussi. Ouais, bah, effectivement, c'est assez, j'ai pas envie de dire rythmé, mais c'est un film qui a pas mal de rebondissements, mine de rien, et qui a Oui. peut-être à certains moments quelques ventres creux dans le sens où j'ai pas trouvé qu'il se passait des choses intéressantes à certains moments, mais il y a toujours un twist qui va nous remettre dans l'intrigue et qui va nous, on va dire, nous galvaniser. C'est vrai, alors, au niveau des twists, on y reviendra dans une zone spoiler. C'est intéressant, mais c'est vrai qu'à certains moments, alors c'est peut-être le défaut que j'ai encore avec ce film, c'est que tu as l'impression qu'il y a des. Alors c'est marrant, il joue sur le hasard aussi, quelque part, parce que c'est un film qui questionne l'idée d'être enfant du hasard, enfant de la chance, dans une société où on contrôle tout. Et il y a des moments de hasard, des choses qui paraissent improbables, on y reviendra en zone spoiler pour un personnage en particulier, et même l'histoire du meurtre, là, qui paraît un peu tiré par les cheveux. Il y a une histoire de meurtre là. Bon, pourquoi? Quand on apprend pourquoi à la fin, on se dit ouais, ça fait un peu des intrigues en une, mais pourquoi pas après tout? Il joue là-dessus. Et oui, alors les twists sont là pour faire avancer l'histoire quand même, ce qui est logique, parce qu'il y a un aspect un peu thriller policier. Il y a une enquête hein, d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que ça fait un peu film noir à l'ancienne, avec les enquêteurs qui débarquent comme ça. Tout à fait. Et même si ça peut faire artificiel par moment, on est dans un monde qui est artificiel. C'est-à-dire que le film a conscience de ça, et presque limite les éléments qui se produisent confirment l'artificialité d'un monde qui aurait pu être le nôtre. Ça ne veut pas dire que dans 50 ans, ça ne sera pas notre monde d'ailleurs. On n'en sait rien, c'est difficile. Hein. Tous les films d'anticipation comme ça, ils ont eu du mal à imaginer. C'est comme Retour vers le futur. Hein. Non, on n'a pas de voiture volante aujourd'hui. Tu vois, mais par contre, alors moi en le revoyant, ça faisait une bonne dizaine, quinzaine d'années que je ne l'avais pas revu. C'est marrant parce que même sans l'avoir revu, j'ai utilisé ce film en cours avec mes élèves parce que tout ce qui est innovation scientifique et éthique, ça fait partie des sujets, c'est parfait. D'autant plus qu'on peut relier ça à un immense livre d'anticipation dystopie qui s'appelle Brave New World, le meilleur des mondes de Aldous Huxley, qui parlait déjà, mais il y a longtemps, hein, de comment on sélectionne à la naissance le destin de tel ou tel personnage. Tiens, lui, il sera ouvrier, lui, il sera dans la haute classe, etc. Ce film, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de Ouais, choses à dire là-dessus. Et d'ailleurs, dès l'introduction du film, si on regarde bien, alors au-delà du générique où on voit les cheveux, les gènes et tout, il y a ces citations qui directement opposent la religion et la science. Vous avez ça. Et c'est un film ouais. qui. Et c'est là où d'ailleurs on peut avoir peur, on se dit, ouh, ça va être religieux et tout. Pas du tout. C'est ce qu'on C'est le appelle un premier film. plan du film, hein. Mais oui, mais le film tombe pas dans la piège de la religion, parce que finalement, dans cette société, la nouvelle religion, c'est la science. C'est ça qui est intéressant. Et le film, il est plutôt dans l'humanisme. C'est ça qui fait que sa force, je trouve, c'est qu'il va parler des personnages, leur destin brisé, parce que c'est vraiment les deux personnages principaux ont un destin brisé, que ce soit le personnage Ethan Hawke qui voulait être astronaute, mais comme il a été choisi par le hasard, il peut pas, parce qu'il n'est pas à 95% parfait pour. Et ce personnage qui était parfait, qui a eu un accident, on va faire simple, hein, qui est invalide et qui ne veut plus vivre. De toute façon, il ne peut plus vivre, puisque dans cette société, il n'existe plus. Il est devenu Exactement. obsolète, comme ça. C'est pour ça qu'il, vu qu'il ne peut plus vivre, il donne cette chance à Vincent, de vivre ce rêve par procuration. Et il y a cette Ouais, relation entre les personnages de Jude Law et Ethan Hawke. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ces deux personnages deviennent presque comme des frères. Presque. bah, ouais, ouais, exactement et puis, pareil pour le personnage de Matt Thurman.
du coup, Oui. qui est dans ce même registre de n'être pas parfaite finalement et qui va quand même, tenter de trouver sa place et ouais, c'est un trio déjà en tant qu'acteur qui fonctionne très bien, mais aussi où les personnages sont extrêmement bien écrits et où ils Mmh. avancent ensemble, de manière assez spéciale alors qu'ils étaient voués à partir dans des directions totalement opposées, en fait et c'est ça que je trouve vraiment bien dans Gattaca. Et d'ailleurs, le personnage d'Uma Thurman, tu fais bien de le préciser, qui elle a une imperfection qui était elle a été créée par la science, mais elle a quand même une imperfection en elle. Et d'ailleurs, elle en est traumatisée, alors que pourtant, bah, le personnage d'Ethan Hawke, quand il la voit, il voit pas l'imperfection derrière. Il y a ce message qui peut paraître un peu naïf, mais qui est très important du, peu importe si vous êtes qu'est-ce que la perfection? Est-ce que justement la recherche de cette perfection artificielle absolue contrôlée, c'est pas l'imperfection et la déshumanisation justement d'une société? On le voit très bien. C'est à chaque fois que vous voyez les lieux, même dans l'architecture, hein, il n'y a aucune personnalité. C'est artificiel. Le premier plan où on voit des gens, ils Ouais, rentrent comme des moutons, hein, comme quand on rentre dans le métro. Pareil. ouais, Je sais pas exactement, avec le contrôle de la goutte de sang et cetera. il y a rien, voilà, rien n'est laissé au hasard. Ils doivent faire 15 contrôles d'identité par jour. Ça arrive en Chine, hein, mais pas avec le sang et tout, mais ils doivent contrôler des identités dans certains endroits. D'ailleurs, quand on pense à Gattaca, on voit que ça a donné des idées aux créateurs de Black Mirror après, hein, forcément. Alors, pas forcément sur les gènes, plus sur la technologie, mais l'idée est la même, hein. Quand on voit certains épisodes de Black Mirror, on essaye d'avoir la perfection aussi. Il y en a un où il se note, là, il faut qu'il soit à 4, plus de 4 sur 5 pour être accepté dans la société, etc., dans des gros trucs de la société. C'est un peu la même idée, là. À un moment, il y a un personnage qui dit ah oui, mais c'est un 95%, c'est un 9,5 ou je sais pas quoi. Ouais. C'est violent, quoi. Limite, ils ont plus de nom. C'est juste caractéristique, parfait. Et Bah, du coup, c'est ça, c'est un processus total de déshumanisation pendant tout le film, mais c'est assez impressionnant. et en plus, le film, il joue sur très peu d'effets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effets spéciaux. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Il y a des effets Ou il y en visuels a vite pour faits, peut-être. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Et il y a peu de budget. 2-3 Le budget. fusées à la rigueur. Ouais, oui, voilà, oui. Parce qu'il y a l'histoire de l'astronomie à côté, qui est d'ailleurs mettre l'infiniment grand et l'infiniment petit ensemble, ça aussi, c'est un truc qui m'avait vraiment fasciné quand je l'avais découvert. Je vais avoir ton âge, hein, quand j'ai découvert. Et il y a aussi cette idée de simplicité parce que bon, il faut pas se cacher, le film a pas coûté cher, donc il y avait des restrictions. Et je pense que c'est très bien qu'il n'y ait pas eu plus de moyens, parce qu'avec le minimum, il est arrivé, Andrew Nicole, à faire quelque chose même avec les voitures, on parlait tout à l'heure du retour un peu vers le passé et tout, même les voitures, c'est des vieilles voitures, hein. Je sais pas si Ouais, tu as bah, remarqué. ça ouais, très rétro-futuriste en fait comme approche, hein. C'est ça, et c'est encore plus flippant parce que tu te dis, c'est un monde qu'on peut reconnaître, quoi. Et donc, grâce à ce manque de moyens, il y a eu un énorme travail de décor. Je pense que tout ce qui est accessoiriste et tout, il y a eu un boulot de fou, vraiment, qui a été fait. Je pense Ouais, qu'on ouais. peut les saluer. Ça fait partie de ces films, justement, où on sent, c'est palpable. C'est un peu le paradoxe, parce que c'est un monde très artificiel, mais c'est organique aussi. Bah, justement dans l'endroit où il travaille, dans cette espèce d'entreprise, je sais pas trop si elle a un nom, il y a un moment dans le film où il va devoir passer des tests physiques et donc il y a toute une rangée de tapis de course et puis derrière, il y a un espèce de je sais pas comment appeler ça, de tournis, enfin, quelque chose qui une centrifugeuse peut-être? Oui. Mmh. Et ça aussi, on ressent que, bah, les décors, ça a été fait, avec ce qu'ils avaient sous la main, mais ça passe, ouais, c'est comme tu l'as dit, c'est très palpable, quoi. On sent qu'il y avait peu de budget et quand bien même ça fonctionne très bien dans ce style rétro-futuriste, en fait. Putain, le jeu des décors, à un moment, il y a un truc, une sorte d'escalier qui monte en hélice comme ça, qui représente l'ADN. Bon, ils se sont amusés, ils se sont dit, allez, tant qu'à y être, vu qu'on est dans un monde qui vénère la science, vénère les gènes et l'ADN, d'ailleurs, ça s'appelle Gattaca, je crois que la société s'appelle Gattaca aussi. Et Gattaca, alors, le terme est très spécial, c'est un joli nom en soi. Mais Gattaca, en fait, c'est un nom qui regroupe les lettres qui caractérisent les bases de l'ADN, les protéines d'ADN. Je crois que c'est la OK. lettre G, A, T et C, et ils ont fait Gattaca. Moi, Bah, ils ont poussé le délire. mais je trouve ça très malin parce que tu as l'impression que même la société de ce film est très cynique et a conscience d'être à fond dans ce délire-là. Et le film, du coup, paraît logique. On peut imaginer que derrière, on ne le sait pas, hein, mais il y a un gouvernement derrière qui est en mode
hein, voilà. Puis il y a des scènes, moi, qui m'ont beaucoup touché dans le film, bon, des scènes du passé, notamment, parce qu'il y a beaucoup de flashbacks. Euh, bon, Vincent, il avait cette relation avec ce frère, Anton. Notamment, il faisait des petites courses de natation. Alors forcément, Vincent, il perdait tout le temps. Parce que Anton, c'est un peu c'est un petit peu, c'est terrible la comparaison que je vais faire, mais c'est un petit peu la caractérisation de l'arien chez les nazis, quoi, la perfection du corps. Ah non, mais de toute façon, il y a une critique de l'eugénisme et les nazis ont été les premiers vraiment à vouloir créer le truc parfait. Je pense que l'idée, elle est là aussi, hein. Mais à un moment, Vincent arrive à battre Anton par la persévérance, par la réflexion au-delà du physique. C'est intéressant ça, parce que forcément, il y a ces connexions-là. Et puis la petite scène où on choisit les gènes avec le petit frère Vincent qui est là, qui est un petit peu déjà laissé à l'écart. C'est une scène que je faisais étudier à mes élèves, parce qu'on parle de comment sélectionner les gènes, et on voit le petit là et tout à côté, et pendant ce temps, on sélectionne son grand frère. Je sais pas, moi, c'est une scène qui me perturbe, mais qui me touche un peu quand même. D'ailleurs, le petit frère qu'on commence à laisser à l'écart, qui commence à jouer, et t'as les parents, ils disent oui, on voulait sélectionner ça, bon, on veut laisser un peu le hasard, et t'as le généticien qui dit ah non, faut rien laisser au hasard, j'ai même pris la liberté de vous retirer ça et tout. C'est froid, c'est flippant, moi, je trouve. Moi, c'était la scène de fin qui m'a beaucoup touché, où il nage. Bah, justement, il y a ce jeu de course à la nage avec son frère pendant tout le film. Ah bah, on Et va. justement, cette dernière scène, je la trouve très intéressante. Et notamment le fait que Vincent la gagne parce qu'il dit qu'il n'a jamais pensé à rentrer. Et c'est là où il gagne par rapport à son frère et c'est ce qui lui fait avancer. Et ça, c'est pour le coup, c'était la seule scène où niveau émotion, j'ai vraiment ressenti quelque chose de tout le film. Après, le reste, je dis pas que j'ai pas été touché ou que je n'ai pas ressenti d'émotion, mais c'est sur cette scène-là où j'ai vraiment été pris dans le truc. Après, il y a beaucoup de froideur, hein. Le film, il se veut Oui, froid aussi, mais c'est surtout dans la destruction psychologique de ça, bah, surtout du personnage de Jude Law, tu le sens quand même, borderline à mort, et même Vincent, tu sens que sa quête, elle est un petit peu impossible à un moment, mais, on va ouvrir la zone spoiler à partir de là, parce que c'est vrai que, à un moment, il y a cette enquête qui, jusque-là, le plan de Vincent était parfait. En gros, voilà, il se fait passer pour Eugène. Alors c'est marrant parce que d'un côté, on a Vincent Freeman, celui qui veut être libre, l'homme libre. Et de l'autre, on a Eugène, Eugene, eugénisme, les gènes. Eh bien, André Nicole, il s'est fait plaisir sur les noms. Moi, ah j'aime ouais, bien. ouais. Moi, j'aime bien les romans ou les films qui ont des noms de personnages qui caractérisent un petit peu leurs actions. Moi, ça me fait marrer, ça. Il y a conscience de la fiction, mais pourquoi pas. Et donc, tout marchait super bien. Alors, un grand pro, hein, Vincent. Comment cacher la poche de sang, tout ça, génial, génial. Mais à un moment, donc, il y a un meurtre dans cet endroit spatial là où, en gros, ils veulent envoyer une mission vers Titan. Titan, un satellite de Ouais. Jupiter où potentiellement on pourrait y vivre apparemment parce qu'il y a des caractéristiques de la Terre, hein. D'ailleurs, pourquoi pas un jour, hein. Ça peut rappeler 2000 ans d'Odyssée de l'espace, tout ça aussi d'ailleurs, hein. Il y a une idée, il y a une idée. Et il y a donc ce meurtre parce qu'apparemment quelqu'un donc a assassiné le chef de mission parce qu'il voulait pas partir. Bon, mais un truc complètement, il n'y a rien à voir, hein, avec l'intrigue. Mais c'est ça l'élément perturbateur qui va faire venir donc les inspecteurs. Et parmi les deux inspecteurs, donc il y a l'inspecteur Hugo ici présent. Et l'autre inspecteur, c'est qui l'autre inspecteur? Vas-y, tu peux balancer la révélation. Alors, l'autre inspecteur, c'est donc son frère. Alors ça, c'est là où tu te dis le scénario est un peu tiré par les cheveux. Tu tires les cheveux pour aller analyser les gènes derrière, même si tu veux. Parce que, tiens, au hasard, c'est le grand frère de Vincent qui va mener l'enquête. Alors, au début, d'ailleurs, ils se reconnaissent. Enfin, ils se voient pas vraiment. Ils se reconnaissent pas vraiment. Ça fait des années qu'ils ne se sont pas vus. En plus, Vincent, il essaie de refaire le visage de Eugène. D'ailleurs, la ressemblance entre Ethan Hawke et Jude Law, c'est marrant comme ils ont joué un peu dessus. Et alors là, Ouais. il va y avoir un moment, on le sent. En plus, il y a l'amour qui démarre entre le personnage d'Uma Thurman et Ethan Hawke, et que ça va être même un amour hors écran. Souvent au cinéma, hein, on se retrouve avec des histoires. Et alors là, c'est le gros dilemme, hein. Et c'est là où on se dit, qu'est-ce que va faire le frangin, Anton? Il y a une belle ambiguïté sur ce personnage, je trouve. Ouais, c'est vrai que c'est très bien écrit, je trouve. Enfin, c'est très recherché et bon, déjà, le fait qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit lui l'inspecteur, son frère soit inspecteur, ça a fait au revisionnage, parce que je m'étais souvenu de ce twist-là, et au revisionnage, ça a été beaucoup plus intéressant, je trouve,
de voir comment les 2 en fait se sont cherchés parce qu'en fait, on se rend compte que l'inspecteur va pas chercher non pas le coupable, mais va plus chercher son frère, en fait et je trouve que c'est très intéressant aussi. Et puis, t'as bon, à un moment, finalement, le frangin va plus ou moins lâcher prise, mais ils vont quand même encore jouer dessus. Il y a tout un jeu là. Et puis bon, pour faire simple, à un moment, il y a aussi le personnage de Maturman qui va se rendre compte que le Vincent qu'elle fréquente n'est pas Vincent. Et elle-même, avec son imperfection, elle va avoir un miroir de lui. Alors, elle est entre acceptation et pardon, mais en même temps, elle va fuir avant de revenir. Donc c'est là, c'est un film qui met en avant les fractures humaines, surtout dans un monde comme ça. C'est un monde de l'apparence, du paraître, du destin, enfin, tout est prédestiné. Une fois que tu as une vie tracée, tu la suis. Et elle, qui cache cette imperfection en elle quand même, finalement, parce que un peu, elle va se retrouver face à cette imperfection de celui qu'elle aime. Et je pense qu'elle va en sortir, je sais pas ce que tu en penses, mais elle en sort aussi grandie, elle, même si c'est presque dommage qu'on n'ait pas un peu plus sur elle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Même si à la fin, Ouais, du ouais, coup, ouais. elle est laissée de côté, enfin, elle accepte que Vincent vive son rêve. Ouais. C'est Après, presque simple, ça. pour revenir sur le personnage d'Uma Thurman, je pense pas qu'elle, cache son imperfection. Je pense que c'est surtout que les gens ne s'en rendent pas compte parce que si elle nous le dit pas, Oui. on va pas le savoir. Il y a pas de défaut physique apparent et elle est même, on va dire dans l'entreprise, elle a une place, plutôt importante. Donc on ne pouvait pas se douter de cette imperfection-là et je pense que ça l'a libérée d'un poids de se rendre compte que, bah, le personnage d'Ethan Hawke n'était pas si parfait que ça et d'où aussi je pense la création de cet amour. Oui, puis c'est vrai que tu as ce côté, c'est une aliénation, en fait, son personnage à Uma Thurman, parce que elle a tout ce qu'elle doit avoir, mais même cette imperfection en elle, vis-à-vis des autres, elle se sent en dessous, alors que pourtant la société l'accepte. C'est aussi cette idée-là, je pense, de mettre un personnage qui, de toute façon, est dans le haut de la classe. D'ailleurs, dans ce film, on ne voit pas ceux qui sont en bas, si ce n'est quand ils font le ménage, là. Et encore, je Exactement, pense ouais. pas que ce soit le plus bas de cette société. Il y a tout un truc qu'on ne voit pas, hein. C'est un film qui reste d'ailleurs dans cette forme-là, volontairement, ne va pas essayer de creuser autour. Bon, on peut lui reprocher, mais en même temps, au moins, il reste de son objectif. Et je pense que c'est juste la caractérisation d'un personnage qui aurait voulu être encore plus, alors qu'elle est déjà beaucoup. Et elle s'est construite là-dessus depuis qu'elle est toute petite. On lui a rabâché, je pense, attention, hein, t'as quand même une imperfection, peut-être à l'école et tout. Et on sent que là, Bah, le film, il se concentre aussi beaucoup sur, on va dire la montée sociétale du personnage de Ethan Hawke, hmm. mais on voit pas justement ce qu'il évite parce qu'on sait très bien qu'il cherche à éviter quelque chose ou à fuir, on va dire une partie de la société auquel, bah, il aurait dû faire partie. Justement cette classe un peu plus faible, un peu plus, on va dire, moins estimé de la population, on sent qu'ils cherchent à la fuir tout en ne sachant pas exactement ce à quoi ça ressemble. Et effectivement, j'aurais aimé en voir plus. Maintenant, effectivement, on peut pas reprocher ça au film dans le sens où il se concentre sur ce qu'il a proposé. Non, c'est vrai que c'en a un personnage qui est en quête de liberté, qui a conscience aussi du monde dans lequel il vit, que c'est pas glorieux, mais lui, il veut aller dans les étoiles. Et c'est un peu ça, je pense que l'idée, c'est que il sait que dans ce monde, parfait ou pas parfait, jouant la comédie ou en étant lui-même, c'est pas le top du top. Et même cette histoire d'amour qu'il va vivre, il sait que ça sera pas, il pourra pas la vivre dans ce monde, de toute façon. Et donc Oui, lui, son but, c'est de partir ailleurs, c'est de s'enfuir en fait. Cette quête la seule fuite possible pour lui, c'est d'aller vers les étoiles. Maintenant, il a tellement rêvé ce moment-là qu'à la fin, il n'a pas besoin de. Enfin, il sait qu'il y est déjà dans son esprit. Il y a une très belle fin là-dessus, c'est que il ne regarde pas quand il s'en va. Il ne regarde pas, il ferme les yeux. Il est déjà parti dans son esprit. C'est-à-dire que dans ce qu'il a vécu dans ce film, il y a eu cette élévation de l'esprit qui lui a permis enfin d'avoir cette paix intérieure. Peut-être parce qu'il a connu l'amour aussi. Quelque c'est part, il a possible. une imperfection cardiaque, elle aussi, et leurs cœurs se sont unis pour. C'est beau, c'est une petite C'est poésie. une belle métaphore. Et puis alors, il y a un truc qui m'a beaucoup touché à la fin, et on croit que tout va d'ailleurs. À la fin, ça aurait pu être foiré, genre une fin triste. Avec le docteur Lamar, là, qui est joué par Xander Berkeley, à la fin, Oui, il fait un dernier test. Ah, le dernier test qu'il n'avait pas vu venir. Jusque-là, mais alors, il a été parfait. Même qu'il a blousé ouais. un test de son frère et de l'autre inspecteur en s'arrachant comme ça. Ah, ça m'a fait mal cette scène. Une prise de sang, déjà, moi j'ai du mal, mais bon. Et à la fin,
pas l'inspecteur, le docteur découvre, enfin, il fait le dernier test et il le sait. Mais il le sait d'avant. Il l'a toujours su parce Oui, qu'il est gaucher. Il a tout pensé à tout, exactement. mais il prenait les trucs de la main gauche. Et là, on se dit, bon, bah, le docteur, il va le balancer. Mais qu'est-ce qu'il fait, le docteur, à la fin? Bah, il le laisse continuer, il le valide. Et alors, c'est beau, la raison pour laquelle il le laisse partir. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il y a... c'est son cœur qui parle au docteur, hein, Ouais, aussi. bah, oui, oui. Parce que le fils qu'il a eu n'a pas pu vivre le rêve. Donc, il voit Ouais, quelqu'un qui va exactement. réaliser le rêve que son fils n'a pas pu vivre. Et ça montre aussi que dans cette société, il y a beaucoup de gens qui subissent donc cette perfection. Mais au fond, il y a le cœur qui bat, l'humain est là. Et dès que c'est possible, hop, on peut contourner la perfection qui n'est pas parfaite. De toute façon, la perfection n'existe pas, hein, comme on le dit. Et d'autant plus quand on a la force. On essaye de chercher la perfection, souvent c'est pire, parce que ça sonne pas Mmh. juste. Et le film le montre, ça. Et le film, lui, sonne juste. Parce qu'il met en scène cette fausse perfection, et on voit l'émotion et la psychologie des personnages. Parce que moi, je pense que c'est ça qui est important, hein, dans ce film, c'est que c'est un Ah film bah, oui. hautement psychologique, avec des déclarations aussi. C'est un film de personnage, hein, pour moi, hein, totalement. Personnages et de thématiques qui nous parlent, nous. Parce que, bon, on peut refermer la zone spoiler, je pense. Au final, Volontairement. c'est un film qui a été fait en 97, qui déjà mettait en avant des théories scientifiques et déjà des recherches, hein. D'ailleurs, très vite, et petite parenthèse, mais ce qu'on voit dans le film au début, quand on sélectionne les gènes, là, bah, très vite, peu après, aux États-Unis, notamment dans certaines cliniques privées, vous avez des gens riches, hein, parce que c'est très cher, hein. Je crois que c'est illégal en France, hein. Mais aux États-Unis, dans des cliniques privées, tu as des stars, notamment les Kardashians, hein, qui ont sélectionné le sexe de leur enfant et même la couleur des yeux. Ça fait réfléchir. Bon, ça veut dire que Ça théoriquement, c'était possible à l'époque, mais qu'après, dans la pratique, les gens l'ont fait. Et je ne sais pas ce que tu bah, en penses de c'est ça. devenu réel, ouais. Tu trouves que qu'est-ce que tu aurais le choix demain de sélectionner le sexe et les yeux ou d'autres Non, caractéristiques de ton enfant? Tu le ferais pas. non, certainement pas. Voilà. À la rigueur, pour prévenir des maladies génétiques, ça se fait aujourd'hui, hein. Ça peut se faire, mais est-ce que je l'aurais fait? Franchement, non plus. Faut laisser le Ça fait hasard, quoi. partie Ouais, c'est ça, ça fait partie de la vie, ouais, pour moi, ça me paraît naturel, tout simplement. C'est ça, parce qu'après tu vas révéler à ton fils ou à ta fille: «Bon, tu sais, au fait, avec maman, on t'a choisi, tu aurais peut-être pu être un garçon, mais on a voulu que tu sois une fille», bon après, Bah, c'est aussi un peu ce qu'ils ont exploité dans le film avec le personnage d'Ethan où ils lui ont dit qu'à 30 ans, tu ne serais plus là et il vit avec ça, et on le voit que dans le toute sa vie. film il a plus de 30 ans, quoi. Déjà, c'est ça qui est drôle, c'est qu'on voit qu'il Oui, dépasse son destin. C'est un film où tu dépasses ton destin. Même s'il avait qu'un 1 de chance, je crois, de dépasser les 30 ans, tu sais très bien qu'Ethan Hawke, en 97, il a plus de 30 ans. Même si ouais, il avait débuté dans Cercle des poètes disparus, ça datait, hein, quand même, 89. Ah ouais, quand même, hein, 8 ans. Il n'y a que 8 ans d'écart entre les deux films. Aujourd'hui, ça paraît être un gouffre avec le temps qui est passé, mais bon. C'est vrai que c'est un film qui reste d'actualité, parce qu'on ne sait pas où la science va nous mener. Aujourd'hui, on peut faire des choses absolument immenses avec la génétique, hein. Le clonage, apparemment, on peut pas. Bon, on parle pas de clonage ici, hein. Mais je pense qu'on pourra jamais vraiment, parce que le cerveau humain, pour le cloner, à mon avis, on pourrait cloner des copies de corps, quoi. Mais bon, ce sera Avatar. oui, Avatar, mais Avatar, c'est vrai que quelque part, on peut avoir du Avatar dans le film. Peut-être que James Cameron avait beaucoup aimé ce film à l'époque, c'est possible. Mais c'est C'est un pas sujet impossible. qui est, alors non seulement un sujet universel, parce qu'on peut se poser cette question tout le temps, mais qui sera toujours potentiellement d'actualité dans 10, 20, 40, 50 ans. Et c'est la force de ce film, et je pense qu'on peut conclure là-dessus, tu seras d'accord avec moi, il est Oui, intemporel, et quand tu le vois, tu n'as pas l'impression forcément de voir un film des années 90, d'autant plus que tu as l'impression d'avoir un film oui. des années 40, euh, masterisé avec les couleurs, enfin, tu as plein de trucs là-dessus, hein. Bah, qui mélange toutes les époques, finalement, ça fait de lui un film intemporel, quoi, clairement. C'est ça, Andrew Niccol, il a été très intelligent à faire justement le rapport avec le passé pour faire un futur proche. Comme ça, il sait très bien que bah, la preuve, hein, combien ça fait 26 ans après, bah, on en parle toujours et le film, tu le vois, tu dirais, bon, 97 encore, bon, tu dirais pas quand même. Ce film aurait pu être fait en 2010 avec la même esthétique en fait. Il n'y a pas vraiment à dire, hein. Je pense. Après, bon, après, il y aurait plus d'effets spéciaux, ça c'est sûr. Oui. Mais autant Quoique faire ça des effets.
Si vraiment Quel, ça aurait pu être évité, je pense. quel intérêt de faire des effets spéciaux sur ce genre de film? C'est ça la question. Si pour l'infiniment Exactement. petit, ils ont pas pu avoir les caméras microscope et tout, donc ils ont rivalisé de plein de trucs avec des accessoires pour faire croire que c'est du microscope et tout. Aujourd'hui, bah, ça aurait été fait. Mais je pense que dans l'art de faire le film, même s'ils en ont bavé, je pense, ça devait être super pour les actrices et les acteurs, notamment de jouer avec ces accessoires et le réalisateur, Ouais, etc. Alors qu'aujourd'hui, on te met un fond vert et hop. Non mais ouais, ça doit être très, très concret pour eux, effectivement. c'est ça. Mais du coup, qu'est-ce que tu pourrais rajouter pour conclure? Un dernier mot pour donner envie aux gens de voir le film. Soyez curieux, c'est une autre approche de la science-fiction, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément et c'est pas de la science-fiction à gros budget, voilà, c'est de la SF qui va proposer, bah, comme on l'a dit, beaucoup de thématiques et qui va beaucoup jouer avec ses personnages. C'est une toute autre approche de l'idée qu'on se fait de la science-fiction, mais c'est vraiment génial, donc je vous invite à le voir. Et moi, ce que je vous invite à voir en plus de ce film, c'est la chaîne d'Hugo. Voilà, hop, ici. Merci bien. Bon, pour l'instant, qui Dont s'appelle on avait fait Cinéma. une vidéo, Comment? Ah oui, on a dont fait une on avait vidéo déjà ensemble, fait une vidéo. c'est vrai. Alors, en distanciel, en montage, mais on avait parlé de Super Mario, le film. Exactement. Et bon, pour l'instant, ça s'appelle le cinéma d'Hugo. Peut-être que la chaîne changera de nom à l'avenir, mais de toute façon, ah, on ne sait pas. Mais Hugo, c'est toujours Hugo. Voilà. Et c'est pas l'inspecteur C'est du toujours film. moi. J'ai quand même Ah là, je ne découvert dans le changerai pas de casting. nom. Ça, c'est Non, mais voilà, après les noms, on s'en fiche. Le contenu restera cohérent par rapport à ce que tu veux faire. C'est ça le plus important. Et ben, n'hésitez pas aussi à dire en exactement. commentaire ce que vous pensez de ce film, parce que je pense qu'il y a beaucoup de discussions à avoir sur Bienvenue à Gattaca. Alors certes, le film a déjà été discuté et rediscuté, mais c'est toujours bien de revenir dessus comme ça. Et puis Et puis les chaque commentaires avis, sont un espace de débat, donc c'est ça. Et chaque avis sera pertinent. Voilà, pas besoin de chercher exactement. l'originalité non plus, hein. En tout cas, merci beaucoup Hugo pour ce moment. Merci à toi pour l'invitation. Et puis on aura d'autres, hein, évidemment, hein, et puis on verra sur quel film après on se dirigera. Ça, seul l'avenir le sait. Le hasard, le destin, non. Le hasard, le destin, on verra, hein. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin. À la prochaine. Michel. Ciao.